10 années se sont écoulées depuis qu'Adam a quitté le vieil Caïr, son mentor, son père de cœur. Le jeune garçon d'antan est devenu un homme accompli. Son visage, encore empreint de la beauté de la jeunesse, porte désormais les marques discrètes de l'expérience. Une lueur farouche dans les yeux, la fermeté tranquille d'un guerrier aguerri. Il chevauche aujourd'hui les confins de la steppe centrale, là où la terre s'étire jusqu'aux premières ondulations orientales. Autour de lui, un vent sec fait danser les herbes, et les renards qui le suivent parfois semblent glisser entre les ombres. Car Adam, fils spirituel des anciens de Botaï, vit en symbiose avec la nature. Il parle aux chevaux, apprivoise les bêtes sauvages et voit dans chaque créature le reflet du grand esprit. Certains disent qu'il murmure aux loups, d'autres qu'il comprend les oiseaux. Peu osent en douter. Depuis quelques saisons, il a rejoint une bande de cavaliers sans patrie, des pillards, des mercenaires, des âmes libres et violentes, vendant leur lame aux plus offrants. Parmi eux, un homme se distingue, Arvid, chef de la bande, barbare charismatique et rusé stratège. Adam et lui sont devenus amis, frères d'armes, unis dans les combats comme dans les festins. C'est au pied des monts Altaï, là où les chaînes rocheuses se dressent comme des murailles entre steppe et lac, que le destin frappe. Ce passage escarpé entre le grand lac Baïkal et la vallée est l'une des veines de ce que l'on nommera plus tard la route de la soie, un point de jonction entre les peuples de l'Est et de l'Ouest. Ici, pour les brigands, la caravane attendue devient promesse de richesse. Adam et ses compagnons sont tapis dans les hauteurs. L'air est sec, le soleil rase les cimes. Enfin, la colonne apparaît. Une vingtaine d'animaux de bas, des ânes et quelques chameaux de Bactriane peinent sous des charges précieuses. Une dizaine d'hommes encadrent la procession, la moitié en tête, l'autre en queue. Ils sont à pied, vêtus de tissus épais, bâton à la main. Arvid lève son bras, c'est le signal. La meute fonce. À la vue de ces hommes chevaux qui arrivent vers eux à la vitesse de l'antilope au galop, la panique saisit les marchands. Les sabots martèlent la terre. L'attaque est brève, brutale, efficace. En quelques instants, les hommes d'Arvid s'emparent de la caravane. Aucun mort. Les marchands, pris par surprise, se rendent vite. L'heure est au butin. Les sacs révèlent leurs trésors. Du lapis-lazuli bleu nuit, des jarres de céramique décorées, des lingots de cuivre brut, des céréales au grain doré, des blocs d'obsidienne tranchante, des toisons de laine fine. Mais la vraie surprise se cache dans une malle richement sculptée. À l'intérieur se trouve un véritable trésor.
des pépites d'or natif, des figurines en jade sculptées, côtoient des statuettes d'ivoire et des coupes de cuivre gravées. Un trésor digne d'un prince, appartenant sans doute au chef de la caravane. Le soir même, après avoir chassé les malheureux marchands, les abandonnant à leur triste sort, devant l'inventaire du fabuleux butin, la décision est prise. La direction sera le sud. Ils longeront les montagnes du Pamir, imposantes comme des dieux endormis, pour rejoindre le Sestan. Arvid connaît une ville, Shah-i-Sokhteh, centre commercial florissant au carrefour des mondes bactriens, iraniens et indiens. 2 semaines de voyage seront nécessaires du fait de la lente progression des ânes. Ces animaux étranges, aussi têtus qu'ironiques, toujours à chercher un point d'eau, restent insensibles aux injonctions d'Adam, n'en faisant qu'à leur tête. Enfin, ils arrivent à destination. Après avoir contourné une colline pierreuse, elle apparaît. Adam découvre alors une cité bien différente des hameaux austères de la steppe. Nichée dans une cuvette bordée par les monts de l'Hindoukouche, Shah-i-Sokhteh, la ville brûlée, déploie ses murs d'argile et son marché aux 1000 couleurs. Ici, point de soldats, point de remparts. Ses habitants sont agriculteurs, artisans, commerçants. La richesse est leur arme, la diversité leur force. Adam entre sur la grande place du marché, les yeux écarquillés comme ceux d'un enfant dans un rêve éveillé. Partout, la foule s'agite, bavarde, négocie. Là, dans des stands sous les toiles de lin, sont exposés à la vente tant de nouveautés que Adam n'en croit pas ses yeux. Des vasques remplis de céréales multicolores, des dattes et du raisin, mais aussi des fruits exotiques, ananas, melons, piments rouges comme la braise. D'autres stands aux 1000 couleurs proposent des étoffes somptueuses, de la soie et du lin aux motifs hypnotiques. Ici s'exhibent fièrement des pierres précieuses disposées en pyramides étincelantes, du lapis-lazuli, de la cornaline, de la jade, de la turquoise, du grès, du cuivre poli, des figurines détaillées féminines aux couleurs et coiffures variées, des perles de faïence émaillées, des bijoux en coquillage ou en calcaire. Là, ce sont des métaux qui n'ont rien à leur envier, de l'or, de l'argent et du cuivre, vendus au poids ou travaillés sur place, avec des forêts, des mèches pour usinage, en pierre ou en cuivre, et des fours et des creusets pour faire fondre le cuivre. Des marchands de vin, aux barriques odorantes, passent en appâtant les clients par des slogans accrocheurs. Ils attirent la foule, tendant des coupettes pour la dégustation. Adam se laisse facilement tenter, et il goûte chaque cru avec un plaisir païen. Il y a aussi des échoppes moins reluisantes. Celles-ci proposent des esclaves. De solides gaillards sont exposés à côté de femmes jeunes, aux regards fuyants et aux vêtements minces. Adam s'attarde. Un frisson le saisit à la vue des corps de ces créatures qui ont peine à se cacher à travers les voiles trop transparents qui leur servent de vergogne. Il ressent un désir monter dans le tréfonds de son ventre, un désir troublé d'un dédain méprisant, autant envers lui-même que dirigé vers les malheureuses. Soudain, une main salvatrice le tire en arrière. « Allons, dit Arvid en riant, si tu veux une femme, les maisons de plaisir ne manquent pas ici. On ne va pas traîner avec les marchands de chair. » Les deux amis s'éloignent. Ils vendent leur butin sans trop marchander. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de peine à le gagner. Ensuite, ils se paient le luxe d'une auberge. Ils s'installent en terrasse où une nourriture fine leur est présentée. Ils mangent sans retenue. Les rires sont gras et le vin coule à flots.
Ils chantent leurs exploits, racontent les embuscades, les trésors dérobés. La terrasse ainsi animée attire la foule. Un homme s'approche, curieux. Il se présente, tout à la fois poète, géographe et historien. Il a vu le monde. Adam, fasciné par son verbe, l'invite à s'asseoir. Contre un bon repas, l'homme compte les merveilles de la vallée de l'Indus, sa civilisation proto-urbaine, ses rues pavées et sa capitale, Mehrgar. Les palais enchantés de la cité d'Anshan, capitale du pays de Maïlan, baignée de lumière et de savoir. Adam l'écoute, bouche entr'ouverte. Arvid, plus pragmatique, sourit en coin. Plus tard, dans la nuit tiède, alors que la table a été vidée de ses mets, que les coupes de vin sont vidées, les deux hommes évoquent l'avenir. Tu crois sincèrement aux sornettes de cet homme, raille Arvid? Oui, répond Adam, et je sens que mon destin m'y appelle. Il t'a parlé d'une cité flottant dans les nuages, habitée de magiciens, et toi tu l'as cru. Ton vieux Caïr ne t'avait pas mieux éduqué? Caïr m'a appris à voir l'esprit dans chaque chose, et les chevaux ne mentent jamais. Ils me guident. C'est vrai que tu parles leur langue. Moi, je pense plutôt que nous avons mieux à faire à Mehrgar. Ou bien, nous pourrions rester ici, dans cette ville, sans défense. Nous pourrions y faire fortune, devenir notables, craints et respectés. Ma mère disait toujours que le pouvoir est la seule chose dont on ne se lasse jamais. Et moi, je crois que mon chemin est à l'ouest, là où le soleil danse avec les montagnes. On raconte beaucoup de choses sur les gens de l'ouest. Ils sont fiers, arrogants, enclins au mystère, indignes de confiance. À l'image de cet étranger. N'a-t-il pas dit qu'il était originaire de là-bas? Si, et je compte aller voir s'il nous a dit vrai. Allons, il est temps de nous retirer. Ils dorment à l'auberge, repus, légèrement ivres, chacun bercé par ses propres songes. Le lendemain, leurs décisions n'ont pas changé. Ils se disent adieu à la sortie de la ville, sans drame, sans larmes, un simple regard, une accolade. Adam part seul, guidé par les ombres mouvantes des collines. Devant lui, le vaste plateau iranien s'étend à perte de vue. Ses reliefs rougeoyants s'embrasent sous un soleil couchant qui éclaire son chemin. L'horizon l'appelle, et Adam s'avance pour entrer dans un nouveau monde. I'm walking on my cloud because I could spend my time in this summer each other. We always need us gone. I want to make around. I want to make around the pretty girl with long legs. Strike gently in my heart. Sorry, miss,